C'est évidemment un plaisir que de présenter ma collègue de longue date et mon amie Isabelle Schwartz-Cornil. Isabelle est sortie majeure d'Alfort, puis ensuite immédiatement s'est orientée vers la recherche. Dans un premier temps, en recherche en cancérologie et en oncologie, y compris à l'étranger, dans une perspective bien sûr médicale. Puis ensuite, à l'occasion de son recrutement à l'INRA, elle a développé de plus en plus des recherches en virologie et en immunologie. D'abord, dans l'équipe de notre éminent et regretté confrère, le professeur André Parodi à Alfort, sur la leucose bovine. Puis, à la fin des années 90, elle a souhaité nous rejoindre à Jouy-en-Josas dans notre unité de recherche de virologie et d'immunologie moléculaire, où elle a de plus en plus développé une recherche approfondie, de plus en plus approfondie, sur la connaissance de cellules immunitaires qui jouent un rôle absolument décisif dans l'initiation des défenses immunitaires antivirales notamment, mais pas uniquement, et y compris post-vaccinales. Je veux parler des cellules dendritiques. Alors, ces cellules dendritiques, elle les a étudiées, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est sur des modèles animaux, essentiellement le mouton, mais également chez le porc, en utilisant une approche aux différentes dimensions, je dirais, d'une recherche intégrative, d'abord sur l'animal entier, l'animal vivant, grâce à la mise en œuvre de techniques tout à fait innovantes d'approche chirurgicale de cannulation des voies lymphatiques chez l'animal vivant, ce qui permet donc un suivi en cinétique sur une longue période, éventuellement, par collecte de la lymphe et donc des cellules qui sont dans cette lymphe. Deuxième niveau, bien sûr, le niveau cellulaire, par une approche donc fonctionnelle de ces cellules, également par une maîtrise formidable de la cytométrie en flux. Et puis, troisième approche, le niveau moléculaire, par l'analyse de l'expression des gènes dans ces cellules, les transcrits, et de façon ensuite plus large, utilisant cette approche de génomique pour faire une sorte de filiation, de recherche d'homologie entre ces cellules qu'elle étudiait donc chez le mouton, chez le porc, mais ensuite comparée avec les mêmes cellules qu'on peut retrouver donc chez la poule. Et puis ensuite, par comparaison aussi avec l'espèce modèle en immunologie qui est la souris, et enfin pour aboutir à une comparaison tout à fait passionnante chez l'homme. Alors Isabelle, pendant toute cette période, a étudié plusieurs maladies importantes d'infection virale, donc chez les bovins, j'en ai parlé, chez le mouton et chez le porc, avec à partir de ces recherches sur les cellules dendritiques des perspectives innovantes en termes de vaccinologie, et notamment la possibilité de coupler l'antigène vaccinal avec des molécules qui permettent de cibler ces antigènes vaccinaux vers les cellules dendritiques afin d'augmenter l'efficacité vaccinale. Alors plus récemment, en fait, après que je sois parti en retraite, Isabelle a établi une collaboration institutionnelle avec des médecins de l'hôpital Foch, avec l'accueil d'un certain nombre de cadres hospitalo-universitaires dans son équipe à l'INRA et de Jouy-en-Josas pour former une nouvelle unité mixte de recherche dont les préoccupations, et c'est de cela dont elle va parler dans un instant, les préoccupations tournent autour de modèles précliniques utilisant encore une fois l'animal domestique pour résoudre des problèmes de rejet et de non-rejet, plus exactement, de greffe totale de poumons chez l'homme. Alors Isabelle est directrice de recherche de classe exceptionnelle à l'INRAE. Et bien, comme l'a dit en effet Jean, notre président, elle est candidate pour nous rejoindre. J'insiste simplement sur le fait que c'est elle qui a contacté la section 1 pour dire qu'elle avait envie de nous rejoindre, ce qui est une démarche qu'on peut saluer. Eh bien, écoute, je te passe la parole, Isabelle. Bonjour à tous. Donc un grand merci pour votre accueil chaleureux à l'Académie vétérinaire de France. Et donc, je vais vous faire cette présentation sur le modèle porc en transplantation d'organes solides. Qu'est-ce qu'il a permis de faire et
surtout qu'est-ce qui permettra de faire. Donc, la transplantation d'organes solides, c'est la solution thérapeutique lorsque l'on est en face d'une défaillance d'organes pour lesquels il n'y a plus de traitement médical possible. Et ça concerne différents types d'organes, notamment le rein, le foie, le cœur, le pancréas et le poumon. Et on peut voir sur cette diapositive qu'en fait, cette approche médicale a vraiment émergé dans les années 80. Et il y a des progrès vraiment majeurs qui ont été faits récemment, et en particulier à cause non seulement des techniques chirurgicales, mais surtout du développement de médicaments immunosuppresseurs. On peut voir que la survie des organes avant 2000 était bien moins bonne qu'elle ne l'est après l'année 2000. On peut voir pour le bloc cœur-poumon, par exemple, qui atteignait 40% avant 2000 et qui maintenant atteint 60%. Ceci dit, 60%, c'est peu. C'est-à-dire d'espérance de vie à 5 ans post-greffe. Et donc, il reste beaucoup de défis à relever pour la transplantation d'organes. Bon, je disais, il y a ces médicaments immunosuppresseurs, mais le problème est que, particulièrement dans le cas des organes qui sont mal tolérés, justement, les doses sont forcément augmentées et on exprime en fait une forte toxicité, à la fois développement de cancer, de maladies métaboliques. Et donc, il y a un vrai besoin d'améliorer la tolérance aux greffes et de diminuer l'usage de ces drogues, ou au moins diminuer leur importance thérapeutique. Et d'autre part, il y a un autre défi à relever qui est celui de l'insuffisance de greffons pour répondre à la demande, puisqu'on estime qu'il y a 100 000 individus aux États-Unis qui sont en attente de greffons, et donc de nombreux individus qui meurent sur liste. On les estime à 17 par jour. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est de brosser ces différentes rubriques ici. D'une part, la première chose, c'était bien qu'est-ce que les animaux ont permis de faire dans les progrès de la transplantation d'organes solides. Et comment est-ce que, petit à petit, le porc s'est imposé comme un modèle incontournable aujourd'hui. Quels sont les mécanismes immunologiques, alors je vais simplifier un peu, mais qu'il faut prendre en compte pour essayer d'améliorer la survie des greffons, et comment est-ce qu'on peut adresser différentes étapes des réactions immunes par différentes approches que l'on verra dans la troisième partie, où le porc a sa place et a un rôle important à jouer dans ces progrès. Et on finira par les xénogreffes et ce que le modèle porc, évidemment, apporte à ces perspectives qui sont, comme vous l'avez vu dans l'actualité, qui maintenant existent réellement et ne sont plus de la science-fiction. Donc d'abord, les modèles animaux dans l'histoire de la transplantation d'organes. Alors, les choses ont beaucoup commencé sur le modèle canin. Et les premières expériences ont eu lieu au milieu du XXe siècle. Et donc, d'abord avec des autogreffes, puis ensuite avec des allogreffes, et des premiers tests de médicaments immunosuppresseurs qui ont été faits sur cette espèce. Ceci étant, comme vous savez, pour des raisons éthiques, cette espèce est abandonnée. Donc, il y a eu bien sûr les modèles rongeurs qui sont extrêmement importants pour comprendre les mécanismes grâce aux animaux génétiquement modifiés. Mais ceci dit, pour la question des greffes d'organes, les modèles rongeurs ont des limites qui sont importantes, qui sont à la fois les problèmes de taille, puisque forcément on utilise des techniques chirurgicales qui ne sont pas du tout comparables entre une souris et ce qu'on fait chez l'homme, avec des grosses différences de gestion hémodynamique en ce qui concerne le poumon, de ventilation, et ce qui font que du coup la traduction des résultats entre souris et hommes n'est pas bonne, et en plus il y a beaucoup d'échecs techniques, ce qui n'est pas bien non plus en termes d'usage des animaux pour l'expérimentation. Et l'autre point, c'est que les stratégies d'immunomodulation, d'immunosuppression sont extrêmement efficaces chez les rongeurs. On arrive très facilement, entre guillemets, à induire la tolérance, et c'est beaucoup moins le cas quand on passe chez les primates non humains, chez l'homme et chez le porc.
Et on peut voir là, il y a une étude de Sachs qui montre que par différentes stratégies, on peut induire la tolérance, en fait, chez la souris. Et par contre, quand on utilise ces mêmes stratégies chez les primates non humains ou chez l'homme, on n'arrive pas du tout à induire la tolérance, à l'exception du chimérisme hématopoïétique, et on va voir ça ensemble après. Et pourquoi, en fait, il y aurait cette différence entre rongeurs et autres grands mammifères? C'est que, en partie, on l'explique parce que les cellules endothéliales, qui sont les premières cellules que les cellules du receveur vont voir sur le greffon, elles expriment le MHC classe 2 chez l'homme, chez le porc, par exemple, et c'est pas le cas chez les rongeurs. Et aussi chez les rongeurs, on a, vu les conditions d'élevage, un système immunitaire qui est assez naïf. Et il y a eu des expériences qui ont montré que si on infecte des rongeurs qui sont très tolérants au greffon, on les infecte avant la greffe avec des infections sublétales virales, eh bien, on rend ces animaux par immunité entraînée, en fait, résistants à l'induction de tolérance. Donc, il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer ça. Donc le porc, pourquoi le porc dans ce type de recherche sur la transplantation d'organes solides? D'abord pour des raisons de taille, notamment pour le mini-pig qui atteint entre 50 et 80 kilos à l'âge adulte, et pour des convergences anatomiques, le fait que c'est un animal, que ce soit un animal qui soit omnivore, on peut du coup transposer des techniques chirurgicales de transplantation de façon très simple, entre guillemets, entre l'homme et le porc. En ce qui concerne le système immunitaire, qui est évidemment clé dans la tolérance aux greffes, eh bien, des études, en particulier du groupe de PAPS, ont montré que si on considère tout un ensemble de paramètres immunologiques, qu'ils soient génétiques, de population cellulaire, etc., on se rend compte qu'il y a un partage de 80% de similarité entre ces paramètres chez l'homme et chez le porc. Mais pour ces mêmes paramètres, il y a seulement 10% de similarité entre la souris et l'homme. L'autre point, c'est que depuis le temps des recherches qui ont été faites sur les greffes, il y a eu de nombreux développements de lignées porcines qui sont consanguines et pour lesquelles les MHC, donc le complexe majeur d'histocompatibilité, sont très bien connus et très bien définis, ce qui a permis de mieux comprendre l'importance de la compatibilité entre MHC pour l'acceptation des greffes et montrer en particulier qu'une similitude de MHC de classe 2 est extrêmement important pour avoir une tolérance aux greffes. Et c'est grâce au modèle porcin que ça a pu être mis en évidence. Donc, on va voir ensemble rapidement les mécanismes immunologiques qui ont lieu pendant la greffe et qui vont conduire au rejet dans la plupart du temps. Et pourquoi et comment est-ce qu'on peut essayer d'attaquer ces différentes étapes? Alors, d'abord, il y a deux grandes étapes dans la réponse immunitaire. Il y a ce qu'on appelle l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, l'immunité adaptative, elle existe, l'immunité innée, pardon, elle existe d'abord d'emblée dans une situation allogénique et on va voir comment. Parce que c'est pas très bien connu et c'est pas très bien considéré. On s'attaque beaucoup plus sur un plan immunosuppression à l'immunité adaptative en clinique, en fait. Mais cette étape d'immunité innée, elle est clé parce qu'en fait, lorsque l'on a la chirurgie, eh bien, il y a nécessairement une étape de cautérisation, de section d'organes qui crée en fait un afflux de signaux de danger accompagné de l'ischémie-reperfusion puisqu'on récupère un greffon et on l'implante. Donc, il y a un déclampage avec arrivée brutale de sang chez le receveur qui crée un super stress au niveau des mitochondries et qui crée donc tout un contexte inflammatoire extrêmement violent en fait lors de cette chirurgie. Et donc ça, c'est ce que moi j'appelle le signal -1 qui crée le lit à la montée de l'immunité qui va pouvoir opérer dans les étapes suivantes. Alors d'abord, il y a le signal 0 après ce -1 qui existe et qui est l'allo-reconnaissance innée.
Alors, c'est pas la même chose que celle qu'on considère avec les MHC, les T-cell récepteurs. C'est vraiment des systèmes comme il y a aussi au niveau des cellules NK de reconnaissance de de molécules polymorphiques ici sur les cellules du donneur qui vont induire une signalisation positive alors qu'elle est habituellement négative sur les cellules du receveur lorsque il y a reconnaissance du non-soi déjà d'emblée. Donc, c'est des complexes moléculaires, CD172, CD47, et le MHC de classe 1 qui reconnaît des molécules de la famille des immunoglobulines qu'il y a dans toutes les espèces, et ça a été montré chez la souris sous le nom de PIRA. Et là, en fait, ce crosstalk ici, il existe alors dans un contexte super inflammatoire qui va faire que les cellules, ici, on va considérer les cellules monocytaires, les cellules dendritiques dont Bernard a parlé, donc cellules qui vont acquérir un programme extrêmement fort de présentation antigénique et conduire à l'immunité adaptative dans tout ce contexte très défavorable qui est périchirurgical. Tout ça, ça a lieu pendant la chirurgie et donc c'est une étape qu'on pourrait évidemment cibler. Deuxième étape, c'est donc l'immunité adaptative avec la cellule présentatrice d'antigènes ici qui vient du coup du receveur aux lymphocytes T qui vont être les lymphocytes cytotoxiques antidonneurs et les lymphocytes B qui vont faire des anticorps antidonneurs et tout cela va conduire au rejet du greffon si ça se passe dans ce contexte inflammatoire. Et donc, on attaque sur un plan médical avec des médicaments immunosuppresseurs l'amplification de cette réponse. Et on considère très peu, en fait, cette étape qui est pourtant une étape d'initiation et qu'on pourrait imaginer cibler plus spécifiquement. Donc, l'idée, c'est de cibler l'étape signal -1,0 et l'étape immunité adaptative en se disant que si ici, on arrive à induire un contexte tolérant, non défensif, on peut ici, lors de l'immunité adaptative, induire la tolérance avec des lymphocytes régulateurs et des anergies des lymphocytes T et B. Et donc, que peut faire le modèle POR pour répondre à ces défis, du coup? Et on peut voir que c'est, quand on interroge le PubMed, eh bien, que depuis le milieu du XXe siècle, on peut voir qu'il y a eu plus de 6000 papiers qui ont été publiés sur le POR et les greffes d'organes solides. Donc d'abord, le POR, qu'est-ce qu'il a permis de faire et qu'est-ce qu'il va permettre de faire pour essayer d'attaquer cette question de réduire l'amplification de la réponse adaptative et de faire en sorte que l'on puisse diminuer l'emploi de ces médicaments immunosuppresseurs qui sont toxiques et vraiment très difficiles à tolérer. Et donc, il y a une technique qui est la meilleure technique, qui consiste à réaliser un chimérisme hématopoïétique mixte. Donc, ça avait été établi chez la souris initialement et du coup, la technique a été extrapolée au porc. Et de la façon suivante. Donc, en fait, le principe, c'est que on prend un port donneur, un port receveur, qui sont de MHC complètement différents, classe 1 et classe 2. Et ce qu'on fait, c'est que on irradie ce port receveur de telle sorte de faire de la place dans ces organes hématopoïétiques et lymphoïdes primaires. Et au moment où on va greffer l'organe d'intérêt, ici, avec du coup le poumon du donneur, ce qu'on va faire, c'est administrer les cellules d'origine hématopoïétique du port donneur, à la fois les cellules myéloïdes et les cellules lymphoïdes. Comme on a fait de la place ici, notamment dans la rate, mais également dans le thymus de ce port receveur, eh bien, il va être colonisé par toutes ces cellules immunitaires et ainsi il va y avoir chez le port receveur une éducation du soi. Une éducation du soi dans ces organes et faire en sorte que, alors ici, pendant 28 jours, on maintient un cocktail immunosuppresseur pour créer un environnement tolérogène et faire que les réponses régulatrices, tout ça, ça se met en place, qu'il y ait des énergies, etc. Tout ça se met en place. Au bout de 28 jours, on enlève
l'immunosuppression et on regarde ce qui se passe. Et on voit que chez la moitié des individus, en fait, pour lesquels il y a eu irradiation et transfert de cellules spléniques, donc hématopoïétiques, eh bien, pour la moitié de ces individus, il y a un maintien du greffon, et ceci pendant plus de 1000 jours. Alors que si on ne fait pas ça, eh ben, il y a rejet du greffon. Donc, grâce à cette démonstration dans un modèle, du coup, grand animal, eh bien, il y a une centaine d'essais cliniques actuellement chez l'homme pour essayer d'améliorer, en fait, les conditions ici de conditionnement du receveur et aboutir, du coup, à une meilleure tolérance de l'organe et donc de diminuer les drogues immunosuppressives. Alors, ça, c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on a fait, nous, au laboratoire. Donc, pour essayer de contrôler mieux l'étape périchirurgicale. Donc, c'est ce qu'on a fait à l'INRAE du Josas, dans l'UMR du COUVIM, avec, bien sûr, la forte collaboration de l'hôpital Foch. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point un modèle de circulation croisée qui est un espèce de remplacement de la transplantation pulmonaire. Donc là, on parle du poumon, qui est particulièrement mal toléré. C'est celui-là pour lequel il y a les moins bons résultats en clinique. Et donc, ce modèle, habituellement, est forcément lourd à mettre en place si on fait une transplantation complète. Et nous, on a essayé de simplifier ça pour des raisons éthiques, pour des raisons de praticité, de rapidité, etc. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère un poumon de donneur que l'on met en extracorporel et en fait, on le perfuse simplement avec la pose d'un cathéter double lumière dans la veine cave avec le sang de l'animal dit receveur. Et ainsi, on est capable d'échantillonner en fonction du temps. Nous, vous verrez, on utilise 6 heures et 10 heures. Le poumon et de voir comment se comportent les cellules du receveur qui infiltre l'organe. En effet, ce qu'on fait, c'est qu'on marque l'ensemble des leucocytes du pore receveur par une injection d'un produit fluorescent. Il va marquer l'ensemble des leucocytes, ils sont tous marqués. Et du coup, on va pouvoir différencier cellules du donneur et cellules du receveur. Et vous pouvez voir que cette infiltration par des cellules vertes, en fait, du receveur dans l'organe pulmonaire. Et donc, ce qu'on a essayé d'adresser comme question, c'est bon, on va essayer de faire en sorte que l'état immunologique du greffon soit potentiellement amélioré en traitant le donneur avant de se procurer son organe avec une injection d'un bolus de corticoïdes, ce qu'on ne fait pas en clinique habituellement. Ce qu'on fait en clinique habituellement, c'est traiter seulement le receveur. Donc, on a posé cette question par 3 groupes de pores, donc des pores pas traités, des pores qui sont traités comme en clinique, c'est-à-dire les donneurs qui reçoivent rien et les receveurs qui reçoivent un bolus de corticoïdes au moment de la chirurgie. Et là, c'était notre vrai test, c'est-à-dire le donneur traité 12 heures avant avec des corticoïdes et le receveur traité comme d'habitude. Et on a utilisé notre système de circulation croisée. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, en regardant les cellules qui infiltrent le poumon et qui sont issues du receveur, puisqu'elles sont vertes, on voit que quand on traite, alors pendant les 10 heures de la circulation croisée, eh bien, quand on traite le donneur ainsi, eh bien, les cellules du receveur, les lymphocytes T qui sont impliqués dans le rejet, sont beaucoup moins recrutées. Et on a cherché à savoir pourquoi. Et donc, on a regardé par des techniques de transcriptomique sur cellules uniques qu'on peut faire maintenant, quelles sont les cellules du poumon du donneur qui produisent des chimiokines qui attirent les lymphocytes T. Et peut-être que c'était ça, en fait, qui était diminué. C'était notre hypothèse. Et ça s'avère être tout à fait le cas. C'est-à-dire que quand on double traite, là en bleu, c'est le groupe bleu ici, le donneur et le receveur, eh bien, les macrophages, on a vu que c'était les macrophages qui étaient responsables de la production de ces chimiokines attractives, eh ben, ne produisent plus, ou beaucoup moins du moins, ces chimiokines attractives, et donc il y a moins de lymphocytes T qui sont recrutés. Et en plus de ça, ces macrophages du donneur, du coup, ils sont un profil anti-inflammatoire beaucoup plus marqué que si on avait traité que le receveur. Donc, globalement, on montre avec notre technique qu'on est capable, en traitant le donneur, donc c'est un changement, c'est toujours les mêmes molécules, mais c'est un changement de mode d'administration, on est capable d'améliorer l'état immunologique du greffon à terme.
Un autre point que, grâce au modèle POR, on a pu faire comme gros progrès au niveau de la transplantation pulmonaire, c'est la réhabilitation des poumons, parce que très souvent, dans à peu près 80% des cas des donneurs d'organes, eh bien, les poumons ne sont pas acceptables pour la transplantation parce que lors de la réanimation, ils sont trop abîmés. Mais on s'est rendu compte qu'une grande fraction de ces poumons, et ça, c'est grâce au modèle POR, eh bien, une grande fraction de ces poumons qui sont initialement non considérables par l'Agence de la biomédecine, eh bien, ils récupèrent une fonction parfaite si on les perfuse ex vivo avant la transplantation et on les fait respirer en même temps avec un ventilateur, et tout ça à 37 degrés. Et donc, pendant 4, 5 heures, 10 heures, on réhabilite en fait ainsi des poumons. Et la raison, c'est que ce qu'on fait, c'est que toute la télectasie pulmonaire qui a lieu pendant la réanimation, eh bien, quand on perfuse avec un liquide hyperoncotique, on enlève l'œdème et on récupère du coup cette fonction d'échange avec l'oxygène. Mais nous, ce qu'on fait au laboratoire, en plus de ça, c'est qu'on essaye d'améliorer cette technique et pour rendre le poumon très tolérant en utilisant du transfert à la fois cellulaire et immunomodulatrice et du transfert de gènes, par exemple. Donc, et ça, tout ça s'est fait en POR parce que vraiment, la technique, elle est complètement superposable pour toute l'hémodynamique, la ventilation, c'est exactement les mêmes paramètres qui sont utilisés. Et enfin, dernier point, c'est le POR et les xénogreffes. Alors ça, c'est aussi pour répondre aux besoins de greffons, qui est hautement insuffisant. Et donc, le POR s'est imposé comme le modèle animal qui permettait, pour des raisons de taille, mais également pour des raisons de génération, puisqu'il y a quand même beaucoup de petits par portée, pour des raisons aussi de souplesse par rapport aux techniques d'édition de génome, eh bien le porc s'est imposé comme une espèce animale extrêmement intéressante pour fournir des xéno-organes. Ceci étant, il y a des gros challenges à relever, parce que chez l'humain, en fait, et chez les primates non humains du Nouveau Monde, il existe d'emblée des anticorps préformés anti-glycanes, différents types de glycanes, et ces glycanes, en fait, sont exprimés par les cellules porcines systématiquement. Donc, au tout départ, lorsqu'il y a une rencontre du sang d'un humain sur l'organe porcin, eh bien, il y a une thrombose monstrueuse avec activation du complément à cause de ces anticorps, en fait, préformés. Donc, si on arrive à dépasser cette étape, ce qu'on arrive à faire en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a forcément des antigènes porcins qui vont être reconnus par l'immunité adaptative. Alors, celle-là, elle va se mettre un peu de temps à se mettre en place. On l'estime à une semaine ou un peu plus. Et donc, on va avoir également des phénomènes de rejet liés à ces lymphocytes T et B qui vont se mettre en place, mais également aussi liés à des interactions entre macrophages, avec le couple CD172 et CD47 dont j'ai parlé, mais là on est en xénogénique, alors on a des réactions fulgurantes inflammatoires. Et si on arrive à dépasser ça, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura quand même des rejets chroniques avec épaississement cellulaire, fibrose, etc. Donc il y a toute une stratégie moléculaire pour éviter que se mettent en place ces 3 étapes, qui a pu être plus ou moins réalisée, comme vous l'avez entendu aux informations. Et en plus, il y a quand même un souci de zoonose possible avec des virus qui peuvent passer potentiellement, mais ça n'a jamais été démontré jusqu'à présent, ou presque, on peut y revenir après, du porc à l'homme, en particulier des rétrovirus, des cytomégalovirus, etc. Donc, il y a eu deux entreprises américaines, Revivicor et iGenesis, qui ont développé des porcs génétiquement modifiés. Alors là, ici, c'est le papier qui est sorti dans Nature, c'est les porcs iGenesis. Donc, ils sont partis de mini-pigs pour avoir des organes de taille comparable. Et ils ont réalisé de l'édition génome grâce au système CRISPR-Cas9 qui a été un bon
monstrueux en fait dans la faisabilité de l'édition de génome. Et donc ils ont pu ainsi détruire dans le génome porcin les glycosyltransférases responsables des fameux carbohydrates vis-à-vis desquels les humains ont plein d'anticorps préformés. Et on a pu par du coup transgénèse additionnelle mettre des gènes codant pour des molécules immunomodulatrices, modulatrices du complément, modulatrices de la coagulation issues de l'homme, parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces pour moduler ce qui arrivait par le sang humain, évidemment, et différentes molécules anti-inflammatoires. Et en plus, ils ont réussi à faire 59 éditions du génome de rétrovirus endogènes. Donc c'est impressionnant. Et quand ils ont greffé des reins à des macaques, eh bien la moitié des macaques, donc ça c'est vraiment du xénogénique, la moitié des 15 macaques étaient survivants avec des greffons à peu près fonctionnels 2 ans après. Et tout ça sous immunosuppression classique, on va dire. Voilà. Donc le porc, il a beaucoup d'atouts pour répondre à ces défis de la transplantation d'organes. Il est éthiquement plus acceptable que évidemment le chien et que les primates non humains, sans parler des coûts, etc. La similitude avec l'homme pour un certain nombre de paramètres, la capacité à être manipulé pour l'édition de génome. Ceci dit, nous on le sait bien au laboratoire, il y a des grandes limites quand même. C'est de plus en plus difficile à avoir en fait la technicité d'élever des porcs pour les laboratoires. C'est un métier qui tend à disparaître vu le coût, vu les contraintes. Et on peut pas screener avec ce type d'animal. Donc nous, on fait du screening en rat avant de passer au porc. Oui. Si on voulait discuter de ça, on dit que c'est un super modèle pour l'homme, mais nous savons bien qu'il y a des particularismes de l'immunité du porc, bien sûr, mais tout ça bien posé, c'est un super modèle translationnel entre le rongeur et le passage à l'homme de nouvelles technologies. Et donc, pour toutes les parties expérimentales montrées, je remercie les équipes avec lesquelles on travaille maintenant à la VIM depuis 2018-2019. Donc, on travaille avec l'hôpital Foch, comme disait Bernard, avec plusieurs PUPH qui appartiennent maintenant à notre unité. Et au-delà de l'INRA, nous avons des collaborations avec le CIML pour les parties immunologiques et puis immunogénomiques. Et avec Oniris, donc avec l'école vétérinaire de Nantes et Nicolas Berthaud. Voilà, merci.